je vais vous parler des accidents de plongée car on peut en voir à Aurillac. Le Lot est un grand lieu de plongée spéléologique dans des grottes et Aurillac se trouve en altitude, ce qui peut démasquer un accident de décompression. Voici le plan de ma présentation. Je vais commencer par un cas clinique, ensuite on va parler de régulation et puis je vais détailler les différents types d'accidents de plongée, les accidents qui sont liés au milieu, les intoxications, les barotraumatismes et enfin les accidents de décompression. Pour commencer le cas clinique, c'est un homme de 45 ans qui se présente aux urgences d'Aurillac pour une douleur au niveau de la scapula et dans le bras gauche suite à des plongées. Il aurait fait 2 plongées la veille d'1 heure chacune à 50 mètres et le jour même une première plongée d'1 heure à 55 mètres, puis une plongée l'après-midi de 45 minutes à 60 mètres en ayant rallongé son palier de 5 minutes. Les autres paliers auraient été respectés. Il déclare avoir plongé au nitrox, ce qui n'est pas possible vu de la profondeur. À la sortie de l'eau, il se plaint d'une douleur de la scapula et des paresthésies du bras et de l'avant-bras gauche. Il a donc pris 1 gramme d'aspirine en automédication. Aux urgences, il est également noté une éruption de type livédo au niveau des flancs et des lombes. Le reste de l'examen clinique est normal. Pour la prise en charge aux urgences, il a été mis sous oxygène au masque haute concentration. Le caisson hyperbare de Toulouse a été appelé pour un avis. Il a bénéficié d'une radio pulmonaire qui s'est avérée normale. À la biologie, on retrouve uniquement une hyperleucocytose à 15 giga isolée. Ce patient il a été transféré au caisson hyperbare de Toulouse, qui, devant l'absence de contre-indication au caisson, ils lui ont fait 5 séances. La première séance ayant entraîné une régression des symptômes, mais pas une disparition complète. Ils l'ont déclaré inapte à la plongée pendant 6 mois et lui ont conseillé un bilan de décompression avec une échographie transthoracique à la recherche d'un shunt droite-gauche. Du point de vue de la régulation, alors si la victime est en mer, une erreur d'orientation de l'appel, ou si vous travaillez ailleurs, il faut transférer l'appel au CROSS, qui est le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage, ou au SCMM, qui est le SAMU de coordination médicale maritime. Alors pour prioriser les urgences, côté des PARM, P0 c'est pour l'arrêt cardio-respi, P1 pour les troubles neurologiques ou respiratoires, P2 sont les autres situations. Et côté médical, R1 en cas de coma, de détresse respiratoire, R2 en cas de déficit sensitivo-moteur, d'accident vestibulaire, de douleur articulaire, R3 pour les barotraumatismes et les éruptions. Pour les conseils médicaux, les gestes de survie habituels, un repos strict, il faut réchauffer, rassurer, conseiller de réhydrater si possible, mettre l'oxygène au masque haute concentration, un débit de 9 à 15 litres et proposer de prendre de l'aspirine de 150 mg per os. Il est possible de faire un transport héliporté, sachant que pour le coup l'hélicoptère ne doit pas monter 300 mètres au-dessus du niveau de prise en charge de la victime. Je vais maintenant détailler les accidents de plongée. Alors les accidents liés au milieu qui peuvent survenir aussi bien avant, pendant qu'après la plongée. La toxicité des gaz qui est plutôt lors de la descente. Les barotraumatismes qui peuvent survenir lors de la descente ou de la remontée. Et les accidents de décompression qui surviennent dans les 24 heures suivant la plongée. La majorité du temps, c'est dans les 2 premières heures suivant la plongée. Dans les accidents liés au milieu, on peut trouver les blessures liées au relief, les falaises, ou aux oursins qu'on peut trouver dans l'eau, les envenimations avec les vives, l'hypothermie, sachant que la thermoneutralité de l'eau, c'est vers 33-34 degrés. On est loin en France de ces températures. Après, on peut trouver des accidents cardiovasculaires d'immersion dus à la redistribution du volume sanguin, avec la pression exercée sur le corps humain par l'eau. Cela peut entraîner des œdèmes pulmonaires dus à la compression. On peut trouver aussi des bradycardies dues à l'hypothermie. Il y a aussi un risque de noyade. La toxicité des gaz, elle est expliquée par la loi de Dalton. La pression partielle d'un gaz, c'est
est égal au pourcentage du gaz multiplié par la pression absolue, sachant que la pression absolue augmente avec la profondeur de la plongée. Alors en premier, on retrouve la narcose ou ivresse des profondeurs qui peut apparaître vers 40 mètres, qui est variable fonction des plongeurs. Elle entraîne une euphorie, un comportement aberrant, un retard aux stimuli, une baisse de la concentration et du champ visuel. Certains parlent de l'effet Martini en disant qu'à chaque fois qu'on descend de 15 mètres, ça équivaudrait à boire un verre de Martini. Hyperoxie avec l'effet Polbert, c'est la toxicité de l'oxygène pour une pression partielle supérieure à 1,6 bar, qui entraîne des troubles neurologiques qui peuvent aller jusqu'à la convulsion. Cette toxicité apparaît vers les 66 mètres pour une plongée à l'air, mais si on fait une plongée avec 100% d'oxygène, ça correspond à une profondeur de 7 mètres. Ensuite, il y a l'effet Lorentz-Smith. Lui apparaît pour une plongée de plus de 2 heures avec une pression partielle supérieure à 0,5 bar. Il y a un risque d'inflammation du surfactant et des alvéoles pulmonaires qui peut entraîner un OAP. Donc c'est théorique en plongée loisir où les plongées font en principe 1 heure maximum, mais lors des plongées techniques, il est possible de passer 3 heures en plongée. L'hypoxie, on peut la retrouver lors des plongées au recycleur ou des gens qui font de l'apnée avec des épreuves d'hyperventilation avant de plonger. L'hypercapnie, qui est augmentée par le stress, l'effort ou le froid, qui peut entraîner un essoufflement et des comportements aberrants sous l'eau avec des lâchers de l'embout du détendeur. Et on peut retrouver également des intoxications au monoxyde de carbone lorsque les bouteilles sont gonflées avec une mauvaise qualité d'air. En fait, quand les compresseurs sont pas loin de pots d'échappement. Les barotraumatismes, ils sont expliqués par la loi de Boyle-Mariotte. Dans une cavité fermée, la pression multipliée par le volume est une constante. Donc, quand on va descendre, la pression exercée sur le gaz est augmentée, donc le volume il diminue. Et inversement à la remontée, où on peut voir une dilatation des gaz, comme sur le dessin. Les traumatismes peuvent concerner toutes les cavités aériennes fermées. Il est possible d'avoir un plaquage de masque à la descente avec des hémorragies conjonctivales, des hématomes en cocarde. À la remontée, il peut y avoir une atteinte pulmonaire avec des risques de pneumothorax, pneumomédiastin, d'embole gazeux, des risques dentaires avec des douleurs dentaires, ça peut toucher les sinus et ça peut aussi entraîner des troubles gastro-intestinaux. Des décompressions qui sont dues à la formation de bulles d'azote dans différentes localisations du corps, ce qui explique une clinique variée. À savoir que plus on descend en profondeur, plus on va dissoudre de l'azote, mais il y a aussi une influence du facteur temps qui est importante et plus on passe longtemps sous l'eau, même à une même profondeur, plus on va saturer son corps en azote. Alors certains classent les accidents de décompression en plusieurs types. Le type 1, que certains appellent bénin. On trouve des atteintes cutanées, les puces qui correspondent à des démangeaisons, des sensations de piqûres, ou les moutons qui correspondent à des éruptions cutanées maculopapuleuses, prédominant au niveau du tronc et des lombes. Ensuite, on trouve des atteintes ostéo-articulaires, musculaires tendineuses, appelées BENS, qui touchent plutôt les grosses articulations et qui entraînent des douleurs que l'on peut diminuer lorsqu'on appuie à la localisation douloureuse. La douleur est diminuée par la pression de l'articulation. Il faut savoir que ces atteintes ostéo-articulaires peuvent quand même entraîner des ostéonécroses. Dans le type 2, on trouve des atteintes médulaires qui peuvent se faire par ischémie vasculaire ou par formation de bulles directement médulaires. Savoir que les accidents de décompression médulaire ont une évolution imprévisible dans les 24 premières heures avec un risque de séquelles à vie. Des accidents cochléo-vestibulaires, des accidents cérébraux qui sont plutôt par ischémie vasculaire. Et au niveau pulmonaire, des embolies gazeuses. Alors certains disent que les bulles d'azote entraîneraient une agrégation plaquettaire
et une thrombose qui est favorisée par l'hyperviscosité due à la déshydratation en plongée. Je vais parler de l'interrogatoire spécifique aux accidents de plongée. Il faudrait bien sûr faire l'interrogatoire habituel avec les antécédents, les traitements, les allergies. Alors, ce qu'il y a de plus spécifique à la plongée, il faut poser la question sur la durée de la plongée, la profondeur, s'il y a eu plusieurs plongées consécutives. À savoir que les ordinateurs de plongée peuvent donner toutes ces données. Le ordinateur de plongée, c'est une espèce de grosse montre quand les plongeurs peuvent l'avoir au poignet, qu'ils utilisent pour connaître les paliers. Il faudra leur demander aussi s'ils ont respecté le temps de palier. On peut leur demander la température de l'eau, si la plongée pour eux était plutôt difficile. Il faut leur demander quel est le gaz qu'ils ont utilisé pour plonger, quel a été le gaz respiré. On peut faire des plongées à l'air. On peut plonger aussi au nitrox, c'est de l'air dans lequel on augmente la concentration, le pourcentage d'oxygène, qui peut aller jusqu'à 100%, qui permet une diminution du temps de palier. Par contre, on peut faire des plongées moins profondes. Le trimix mélange avec de l'hélium, qui permet des plongées plus profondes pour éviter la narcose. Et il est possible aussi de plonger avec un recycleur qui, grâce à de la chaux, récupère le CO2 expiré et l'oxygène peut être remis dans le circuit. Alors les recycleurs peuvent être avec de l'air ou avec un mélange trimix avec de l'hélium. Il faudra demander aussi, prendre des nouvelles de la palanquée. C'est les autres plongeurs qui ont fait le même profil de plongée. On plonge très rarement seul. Prise en charge des accidents de décompression, de l'oxygène avec une FiO2 à 100% ou au masque de concentration de 9 à 15 litres. Le but étant d'apporter de l'oxygène pour éliminer l'azote et ne pas apporter plus d'azote. Un remplissage avec par exemple du sérum Phi, 1 litre en 1 heure. De l'aspirine, 250 à 500 mg. Il faut protéger de l'hypothermie. Il faudra penser à prendre un avis hyperbare. Bien sûr, faire un traitement symptomatique des détresses vitales. S'il y a un pneumothorax compressif, il faudra le drainer. Certaines équipes font de la corticothérapie avec de l'hydrocortisone, 1 à 2 grammes par 24 heures, ou de la méthylprénisolone, 5 mg kg par 24 heures. D'autres font des vasodilatateurs. Il faudra faire une radio pulmonaire obligatoire avant le caisson à la recherche d'un pneumothorax. Un examen des tympans pour voir qu'il n'y ait pas d'atteinte des tympans. Alors, en cas d'intubation orotrachéale, le ballonnet de la sonde d'intubation, il faudrait le remplir avec du sérum Phi. Mais si on ne le fait pas, ce sera vérifié au caisson et fait au caisson.